Alors, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque Gulbenkian de la délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian. Nous sommes très ravis d'accueillir cet après-midi Yann Merkel et Laure Elisabeth Collet pour la présentation du livre Les termes de l'échange, les intellectuels brésiliens et les sciences sociales françaises, paru cette année aux éditions Le Poisson Volant. Nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous laisser la parole, juste une petite présentation de chacun. Jan Merkel est maître de conférence à l'Université de Groningen aux Pays-Bas et ancien fellow à la Freie Universität Berlin. Il a enseigné aux universités Cornell de Miami, de Turin et à l'Université de Leipzig. Ses travaux sur l'histoire intellectuelle portent sur les échanges entre l'Amérique latine et les empires européens, et plus particulièrement sur l'émergence des sciences sociales. Son premier livre, Terms of Exchange, Brazilian Intellectuals and the French Social Sciences, a été publié par les presses de l'Université de Chicago en 2022. Et aujourd'hui, il vient nous présenter sa version française, traduite par Laure Elisabeth Collet, traductrice littéraire et directrice de la maison d'édition Le Poisson Volant, qui a permis de rendre disponible cet ouvrage. Un ouvrage dans lequel Jan Merkel présente le rôle déterminant des intellectuels brésiliens tels Mário de Andrade, Gilberto Freire, Arthur Ramos, Caio Prado Jr. dans le développement des sciences sociales françaises au XXe siècle, en raison de leur influence sur des noms tels que Roger Bastide, Pierre Mauvégué, Fernand Braudel et Claude Lévi-Strauss, voire Michel Certeau ou Pierre Bourdieu, qui n'a jamais voyagé au Brésil. Cependant, ces contributions sont restées longtemps à la marge de l'histoire intellectuelle des deux pays, et cet ouvrage vise donc à nous éclairer sur ces échanges qui sont la condition d'un travail de coopération. Je laisse d'ores et déjà la parole à nos deux invités et merci beaucoup. Merci Christina. Oui, merci Christina. Tu commences? Je peux commencer, oui, effectivement. J'ai un PowerPoint que j'ai présenté principalement pour avoir des images, pour vous montrer quelques images, non seulement du livre, mais aussi voilà, des images qui se trouvent dans le livre. Et j'aimerais juste, voilà, c'est où le truc? Voilà, slideshow. OK. Euh, je voudrais tout d'abord remercier à Laure. C'est vraiment un grand plaisir. On a parlé, on a échangé plein de fois par email, par WhatsApp, mais je pense que c'est la première fois qu'on se trouve dans un même salon, même virtuel. Du coup, c'est intéressant. Et c'est dommage que je ne puisse pas être à Paris en ce moment, mais enfin, on est là. Du coup, ce livre, il traite enfin d'un sujet sur lequel je suis tombé, qui sont ces missions universitaires françaises au Brésil. Euh, et en fait, comme je m'intéresse à ces questions d'échange international, de la diplomatie culturelle, de l'histoire intellectuelle croisée entre plusieurs pays, entre l'Europe et l'Amérique latine, j'ai trouvé deux missions intéressantes de la France au Brésil. Tout d'abord, la mission artistique au début du 19e siècle, dans laquelle les artistes français sont allés pour inaugurer la nouvelle cour du Brésil indépendant, mais monarchiste aussi. Et après, plus de 100 après, dans les années 30, de ces fameuses missions universitaires. Euh, Principalement l'Université de São Paulo qui a bénéficié de ces échanges, mais aussi à Rio de Janeiro, à Porto Alegre et à d'autres endroits aussi. Et en fait, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est
non seulement à quel point les Français ont marqué les universités brésiliennes, qui est un sujet assez connu, qui en fait la plupart des Brésiliens en lettres, en sciences sociales, même en psychanalyse, quoi que ce soit dans les sciences humaines et sociales, ont la France comme référence et ont la plupart d'eux, si on pense à 2 générations avant, dans les années 30 ou 40, ont étudié avec des Français qui sont allés. Et dans ce livre, des Français, par exemple, qui sont des protagonistes, sont Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, les deux même Lévi-Strauss un peu plus brésilianiste, mais Braudel, on ne le considère pas comme même spécialiste de l'Amérique latine. Ces 2 grands pionniers des sciences humaines et sociales ont commencé leur carrière universitaire au Brésil. On les voit ici, Lévi-Strauss, Pierre Monbeg, avec d'autres Brésiliens à l'université en 1936. Et je m'intéressais à cette question de un peu avec qui étaient ces Brésiliens, en fait, qui étaient leurs interlocuteurs, qui étaient là, qui les recevaient, avec qui ils parlaient, surtout dans un moment où, même si on peut parler d'un monde connecté, qu'il y avait quand même les distances énormes avant Internet, avant tout ça, qui permettait ce type d'échange, enfin, qu'on peut penser à un peu normal aujourd'hui, mais aussi dans un autre temps, que cette coupure géographique signifiait quelque chose de très profond, en fait, qui voulait dire qu'ils étaient coupés un peu de leur pays d'origine, que les journaux qu'ils lisaient, les voilà, revistes, etc., étaient tout en portugais et que ça leur a permis aussi de rechercher d'autres sujets que ce ne serait pas possible de le faire en France ou dans les colonies. Et voilà, il se trouvait dans une ville en pleine effervescence, une ville qui était une ville assez provinciale, non pas provinciale, provinciale, dans le début du XXe siècle. C'est ça qu'Antonio Candido dit, ce qu'il parle quand il parle de cette ville, mais que depuis les années 1910-1920, avec l'émergence du modernisme, qu'on parle d'une ville vraiment dans une effervescence, pas seulement une construction rapide, mais une effervescence culturelle dans laquelle le modernisme brésilien joue un rôle bon, important. Et je suis content de savoir que Tarsila do Amaral, il y a une rétrospective en ce moment au musée de Luxembourg. Enfin, et je montrerai une toile d'elle au final. Mais juste pour montrer avec ces images le Sao Paulo dans lequel ils sont entrés et que c'est pas seulement une coïncidence, mais quelque chose d'assez significatif qu'ils se trouvaient avec des modernistes, justement. Mario Giandraghi, qui est le plus haut ici, le plus grand au milieu, qui est pas seulement un romancier, mais aussi un ethnographe, un spécialiste du folklore brésilien, quelqu'un qui a été très important pour le couple Lévi-Strauss, Claude, et aussi Dina, sa femme. Mais aussi pour les géographes, un autre couple des Mombeg, etc. Et ça, c'est juste quelqu'un voilà, des personnages important, des interlocuteurs brésiliens importants dans ce livre. On parle de Mario Giandraghi, de Arthur Ramos, qui est un autre voilà, ethnographe, psychiatre aussi. On parle de Gilberto Freire, sur lequel je reviendrai, et aussi Florestan Fernandes. Alors, mon idée, à travers une étude de la correspondance, enfin, j'ai travaillé beaucoup avec les lettres qui sont échangées, mais aussi d'autres archives, et voilà, aussi comme tout historien intellectuel, sur les œuvres aussi, de tracer l'influence qu'ont eu ces Brésiliens sur ce qu'on dit, ce qu'on considère généralement les sciences sociales françaises. Euh,
Et on voit ça surtout dans la question de pesquisa de campo ou recherche, sur le terrain, qui était assez nouveau à l'époque. On parle des débuts de l'anthropologie et de la géographie dans les colonies. Par exemple, en 1931, il y a la mission Dakar-Djibouti qui a traversé l'Afrique, qui a été financé par le ministère des colonies en France, qui a permis, plein d'études d'ethnographie. Mais ce qui est intéressant au Brésil, c'est qu'on voit des chercheurs français payés avec des salaires brésiliens par les universités brésiliennes qui sont en train de faire des recherches inédites sur les bororos, euh, sur les candomblés de Bahia, les rites afro-brésiliens. Et on voit un peu comment ça se joue dans cette histoire. Mais aussi de voir, de se concentrer sur les réseaux et les institutions, qu'on parle aussi des institutions, pas seulement des universités, mais aussi, par exemple, le Musée national à Rio de Janeiro. On voit un portrait ici qui montre à quel point ce Brésil des années 30 était un endroit cosmopolite. On voit Lévi-Strauss avec des Américains, Ruth Landes, Charles Wagley, mais aussi les Brésiliens, Luis Alberto Torres, Luis de Castro Faria, etc. Des personnages importants dans la scène de recherche au Brésil, mais qui sont pas souvent connus en dehors du Brésil. Et justement, en retraçant euh, ces correspondances, ces échanges, on voit une autre facette de leur contribution, en fait, au monde intellectuel global. Et ça, c'est le cas, je pense une des choses, un des personnages les plus intéressants dans le livre, pas seulement parce que je suis historien, mais aussi parce que cette histoire brésilienne a été un peu méconnue dans ce qu'on considère comme la contribution et aussi la partie atlantiste de Fernand Braudel, le grand historien de la Méditerranée et aussi plus tard de la France, du capitalisme, des systèmes économiques et de la géographie. Enfin, un des fondateurs de l'École des hautes études en sciences sociales. Et voilà, Brodel, il faut le dire, a commencé sa carrière universitaire au Brésil. Il a bénéficié de ses contacts et aussi de voir les paysages, d'imaginer le rôle de l'Atlantique, de l'or, de l'argent qui venait des Amériques dans le système méditerranéen de l'économie mondiale à cette époque. À quel point ça a joué un rôle dans sa conceptualisation de l'histoire mondiale. Et enfin, je montre ça aussi dans le livre. Euh, Juste pour parler vite fait de Gilberto Freire, qui fait partie d'une analyse approfondie dans un des chapitres. Freire traverse le livre entier parce qu'il est là depuis les années 30 comme interlocuteur, mais il est un des plus importants pour les Français, traduit ici Maître et esclave par Roger Bastide, préfacié par Lucien Febvre, qui est le fondateur des Annales, et aussi l'École des hautes études en sciences sociales. Et on voit à quel point Freire est pas seulement important dans la réception de ces idées, mais aussi de connaître un peu en profondeur ce contexte de l'Empire français et de la décolonisation et comment le Brésil, comme pays métis, a joué un rôle dans une certaine conjoncture des années 50 et 60, dans laquelle un nouvel monde décolonisé s'est présenté. Et enfin, j'analyse tout ça. Je ne suis pas le premier à le faire, mais il y a aussi un autre livre publié chez Le Poisson Volant qui examine cette question. Mais je pense que ce que le livre montre,
c'est pas seulement le cas de Freire, mais Freire avec plein d'autres, avec Mario Giandragi, avec Florestan Fernandes, avec plein d'autres personnages qui sont pas considérés ensemble. Et ça, c'est la grande euh, nouveauté du livre, je pense. Je ferme avec cette image de Tarsila, sans trop dire au-delà de ça. Sauf que on parle vraiment d'un monde euh, pas seulement cosmopolite. Il y avait des personnages un peu plus privilégiés, Tarsila par exemple, qui était riche, qui avait les moyens de s'installer à Paris, de prendre des cours avec Fernand Léger, etc. Mais aussi des personnages comme Mario Giandragi, qui n'était pas un francophile dans la même manière, qui n'est jamais sorti du Brésil, qui n'a pas voyagé, sauf dans le Brésil. Et on voit tout type de personnages, je pense, dans ce livre, et comment cette conjoncture, comment ce réseau, comment ces relations entre le Brésil et la France ont permis un certain renouvellement des sciences sociales françaises. Et voilà, ça c'est plus ou moins ce que j'avais à dire. Je suis vraiment ravi d'avoir Laure ici avec moi. J'espère qu'on puisse parler enfin de la traduction aussi. Mais Et, oui, oui, et voilà, c'est ça. bien. Merci Yann. Enfin, je t'entends parler sur ton livre. Donc, c'est mon tour. Merci à la Bibliothèque Gulbenkian, à Christina et Isabelle de nous faire encore confiance, toujours, tout le temps. Merci beaucoup. Et, euh, et ben, c'est un plaisir hein, pour moi de vous présenter ce texte, parce qu'en plus, c'est un double bébé, celui-là. C'est une publication et une traduction. Donc, et puis qui a été très, comment, intuitive, parce que comme je l'ai dit à Yann, je crois une des premières fois où on s'est parlé, le premier mot de son texte m'a convaincue. Quand j'ai vu qu'il ouvrait qu'il ouvrait son ouvrage, en fait, avec Fernand Braudel, c'était vraiment Braudel, un des plus éminents historiens du XXe siècle, je me suis dit, c'est bon, je prends. Je ne connais pas ce texte, je ne connais pas cet auteur, mais ça m'intéresse, je veux aller dans ce sens et on a très très bien fait parce que c'était vraiment un texte extrêmement intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré. Parce que ça fait aussi partie de ces textes universitaires qui savent être euh, fouillés, cherchés, très, très structurés, très plein de sources, quoi, mais pas lourd, pas compliqué à lire, pas fatigant. Vous voyez, c'est une histoire. Il y a des personnages, on les connaît. À la fin du livre, on connaît Brodel, on connaît Lévi-Strauss, on connaît leur caractère, on sait qui va aller sur le terrain, qui préfère rester dans sa petite chambre, qui est venu avec tous ses papiers, qui s'en fiche, qui va travailler à l'université, qui veut surtout pas qui essaye d'avoir toujours des congés pour partir dans un coin ou l'autre du Brésil. On les connaît, ces gens, ces Français d'ailleurs. Et ce qui est extrêmement sympathique dans ce livre, et je crois que c'est ce qui m'a le plus plu au final, c'est que tout en ayant l'air de présenter la, comment dire, le pouvoir des Français sur le Brésil, il montre surtout comment le Brésil a réussi à se réapproprier les bases posées par les Français. C'est-à-dire il arrive vraiment à expliquer, OK, les Français sont venus, OK, les Français ont posé de vraies bases extrêmement solides, mais il y a aussi des Brésiliens qui ont fait de très, très jolies choses. Et quand on remonte dans l'histoire du poisson volant, en fait, le poisson volant existe un petit peu quand même, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Le poisson volant existe grâce à l'ancien président du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, qui nous a fait lui aussi une confiance aveugle. Je lui ai envoyé un jour une de mes traductions, comme ça, parce que très, très humble, hein.
Je lui ai envoyé une traduction française de son livre et il m'a dit, mais c'est très bien, je veux le publier chez vous. Et je n'avais pas de maison d'édition à l'époque, j'ai créé la maison d'édition pour pouvoir publier son livre. Et quand on s'est rencontrés à Lisbonne, il m'a expliqué qu'il avait été un élève de Florestan et il m'a dit tout de suite, la première chose, il est arrivé, il m'a dit bonjour, est-ce qu'on peut parler en français? Et ça a été extraordinaire. Parler français à Lisbonne avec le président brésilien, c'était quand même quelque chose. Et à partir de cette rencontre, ça s'est un petit peu enchaîné naturellement. Il y a eu les livres de Angela Alonso sur la génération de 1870. Ensuite, la biographie de Joaquim Nabuco, où on arrive avec sa mort donc en 1909, je crois, 1910. Et là, ensuite, il y a eu Cybèle Barbossa aussi et Ambre Foutadre qui ont parlé tous deux de Gilbert Frère, puisque j'ai très, très vite découvert que cet homme allait être extrêmement important dans ma vie, dans ma vie de traductrice. Et aujourd'hui encore, en ce moment, on prépare un manuscrit sur une biographie de l'ingénieur français Louis Léger-Vautier, voilà, qui est le fameux ingénieur français au Brésil de Gilberto Freire. Et tout ça pour dire que c'était un texte, j'étais chez moi, en fait. C'était un environnement que je connaissais. Et quand Yann m'a proposé ce texte, je me suis dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est ça que je veux, c'est dans cet environnement-là que je veux travailler, que je veux apprendre le Brésil, que je veux apprendre la France et les sciences sociales. Et surtout, c'était extrêmement intéressant de voir l'idée, parce que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas, de voir l'idée que les Français et que la France se faisaient du Brésil euh, au début du XXe siècle. Parce que pour eux, c'était véritablement euh, la porte ouverte sur tous les possibles. C'est-à-dire que l'Europe était dévastée, hein, on va le dire, et dévastée au propre comme au figuré, et le Brésil était quelque chose de tellement immense qu'ils n'arrivaient même pas à se le représenter. Hein. Je pense que, enfin, quelles qu'aient été les idées qui s'en soient faites, même Strauss, même Brodel, ils sont arrivés là-bas. Je pense qu'il y a quand même eu un choc culturel, hein, on va le dire, on va le dire comme ça, même si, bon, Brodel a peut-être un peu moins pu ou voulu se brésilianiser, parce qu'il était plus centré sur la Méditerranée. Lévi-Strauss, lui, il y est allé, hein, on va dire qu'il s'est totalement immergé, s'est totalement fondu dans le paysage, mais ça, ça appelle quelque chose de très, un écho vraiment vibrant, parce que quand on lit la biographie de Nabucco, pour les Brésiliens de la fin du 19e, c'est ça l'Europe. C'est la culture, c'est les lumières, c'est c'est l'élégance, c'est la richesse, c'est l'art, c'est la beauté, c'est tout ce que vous voulez. Un Brésilien qui n'est pas allé en Europe, qui ne connaît pas Paris, qui ne connaît pas Rome, qui ne connaît pas l'Allemagne, il n'a rien vu. Et, et nous, enfin, quand vous voyez Lévi-Strauss ou Brodel ou Bastide, euh, eux, leur discours est totalement inversé. Ils disent, mais nous, en Europe, on n'a rien compris. C'est le Brésil, c'est le Brésil qui a saisi les relations entre les races, entre les gens, entre les humeurs, entre les climats même. Il n'y a pas, il y a pas le même climat partout dans le pays. Donc, c'est- et même à São Paulo, parfois dans la ville. Mais donc, il y a une espèce comme ça de renvoi de balles entre les deux pays. Et
Je pense, moi je trouve que le livre de Yann montre beaucoup de bienveillance, je pense, entre les deux, entre les deux pays, entre les deux armées d'intellectuels, on va dire, même si, évidemment, parce qu'ils sont français, les Français ne peuvent pas s'empêcher d'être un peu, hein, plus intelligents que les autres tout le temps. Braudel le dit très bien, vous êtes idiot si vous n'avez pas lu Proust. Bon, ben, en même temps, Proust, c'est pas un auteur national du Brésil. Donc, voilà, pourquoi, avant de rencontrer Braudel, pourquoi est-ce que ces étudiants l'auraient lu? Bon, mais c'est pareil pour Vautier. Vautier qui construira quand même le théâtre Santa Isabel, où sera signée la loi d'or, quand même, pas un petit endroit. Euh, Lui, il pensait que euh, jusque dans les matériaux de construction, il fallait que tout soit français ou au moins vienne d'Europe. Donc c'est quand même. Et le pire dans tout ça, c'est que les Brésiliens disaient oui et payaient sans presque demander de justification. Parce que c'était français, parce que c'était européen, parce que c'était conseillé par quelqu'un qui avait fait Polytechnique, c'était forcément mieux que, que la main-d'œuvre nationale, que le génie national. Ensuite, ils ont un petit peu changé d'idée, quand même, heureusement. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ce livre, moi. C'est une sorte de danse, vraiment, entre les deux pays et surtout une continuité. Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit encore ça. Alors, est-ce que j'ai le droit de me considérer comme une héritière de ces échanges? J'espère. Je ne pense pas parce que, voilà, je pense que je suis à un trop petit niveau, mais il me semble qu'aujourd'hui, en France et encore au Brésil, il y a vraiment cette fraternité de, de réflexion où on a envie, la France a envie de faire comme le Brésil et le Brésil a envie de faire comme la France. Et j'espère, bon, moi je suis perdue dans mon exil lisboète, portugais. Je ne vis plus, je ne vis plus dans le quotidien français et j'espère que les Français ont un peu ravalé leur, voilà, hein, leur supériorité, mais en même temps, bon, c'est ce qui fait qu'ils sont français. Mais voilà, c'est quelque chose. Là, je vois, enfin, Christina le sait, en ce moment, je travaille en musique brésilienne et la France est avide de Brésil, vraiment, quel que soit quelle que soit la faille. Et, et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces hommes-là, que ce soit en anthropologie, en géographie, en histoire, en littérature, même en latin et grec, hein, quand ils faisaient leur département d'outre-mer, euh, ces hommes-là, ils ont façonné notre quotidien à tous les niveaux. Parce que la géographie, l'histoire, la littérature, c'est partout. C'est partout autour de nous. Et les sciences sociales, c'est comme ça qu'on se relie les uns aux autres, qu'on se relie entre Français, qu'on se relie entre Brésiliens et qu'on se relie entre Français et Brésiliens. Et je me dis peut-être très, très naïvement que euh, c'est peut-être grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Alors tant mieux, alors tant mieux. Même si sur le moment, certains ont dû se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de Français pour fonder une université brésilienne alors qu'on a des Brésiliens sur place? Pourquoi? Le fait est que le résultat, je trouve, est plutôt positif et je suis quand même très heureuse que les Brésiliens aient repris la main sur, sur leur université et sur sur leur réflexion, sur leur création, parce que c'est tellement, tellement beau.
Je sais que Brésil n'est pas le centre totalement de la conversation, mais moi, si vous me lancez sur la question, on peut en parler 10 heures. Voilà, c'est un pays tellement exceptionnel. Je pense il faut se souvenir que ces quatre hommes-là, en tout cas, ceux-là, dans d'autres, hein, mais en tout cas ceux-là en particulier, ont donné de leur personne, hein, on va le dire comme ça, ont vraiment donné de leur personne pour nous donner un vrai portrait du Brésil. Pas seulement quelque chose d'exotique et voilà, et de facile, mais de beau, de grand, d'immense, mais de dur aussi. Parce que, bon, quand même, quand Gilberto Frère pourrait nous le dire, s'il était là, tout n'était pas simple dans le Nord, alors ni dans le Sud, hein, mais dans le Nord, pas simple, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Et, et je pense qu'ils ont aidé à apaiser certaines tensions qui auraient pu très facilement se créer. Et c'est très bien que tout soit comme c'est en ce moment. Alors merci messieurs. Voilà. Parce qu'en plus, ça donne ce livre, cette traduction, et moi, je suis très heureuse. Voilà. C'est ce que j'avais à en dire. Juste une autre petite chose pour revenir à Vautier encore. Euh, c'est que je me rends compte que les hommes et nos intellectuels français, en tout cas, euh, écrivent beaucoup quand ils sont en prison. Et, euh, et je trouve que c'est une belle métaphore de l'Europe de l'époque, du début du XXe siècle. Et je pense vraiment que le Brésil a été une sorte, même pas un exil, mais une vraie, ni une fuite en avant d'ailleurs, mais une vraie libération, une libération de la pensée, une libération de la parole, et probablement aussi une libération des idées. Et quelque part, ces missions françaises ont été un coup de maître parce en plaçant des hommes qui n'avaient pas spécialement de, de, comment- de formation universitaire, en leur faisant confiance, ils ont réussi à créer de très jolies choses. Et, euh, et ça donne aujourd'hui des départements brésiliens qui sont très, notamment à São Paulo, qui sont extrêmement créatifs et productifs dans la réflexion intellectuelle. Donc c'est très très bien. Je ne dis pas qu'il faut plus souvent emprisonner nos intellectuels français, mais quand même. Voilà, c'est un la petite fin. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous raconter ce livre. Yann, tu as Ouais. l'air Non, amusé. merci, merci à toi, la traductrice. Vraiment, c'est un honneur d'avoir tes propos, enfin, d'entendre plus publiquement ce que tu as pensé de cet effort. Ouais. Moi, je l'ai aimé, vraiment. Mais Après, il y a une relation très particulière qui se crée avec le texte dans la traduction. Mais comme je te l'ai dit très vite, hein, d'ailleurs dans le processus, c'était des hommes et des lieux et des situations que je connaissais déjà par d'autres textes, notamment aussi par, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par Fernando Peixoto, qui avait écrit Voyage pour vocation, qui traitait aussi comme ça des échanges entre le Brésil, l'Afrique et la France. Et, euh, et c'est agréable d'être à la maison dans un livre, tu vois. Alors que je ne suis ni en France ni au Brésil. Je suis à Lisbonne, dans mon petit bureau, et, je connais ces endroits, tu vois. Alors, je ne connaissais pas physiquement les gens. Ça a été extraordinaire. Voir tes photos, les photos que tu as mises dans le livre, c'était fantastique. Notamment même les photos de Dina Lévi-Strauss, où on se dit, mais en fait, cette femme qui a fait tant, on ne la connaît pas. On connaît même très peu son nom. C'est, ton livre est une des premières œuvres
où j'ai trouvé son nom et aussi souvent. Alors, un petit point peut-être un peu féministe, mais c'est bien aussi de rappeler que monsieur ne travaillait pas tout seul. Et que s'il arrivait, et que s'il arrivait à travailler, c'est parce qu'il avait quelqu'un qui lui pliait son hamac et, et qui lui préparait, les chariots et tous les chevaux et tous les ânes sur lesquels ils partaient dans leurs expéditions. Mais c'est extraordinaire. Tu racontes comme ça les expéditions de Lévi-Strauss. Alors, parce que lui, c'était l'école buissonnière, hein, clairement. Tu, tu ne le caches pas d'ailleurs. Tu dis, Non, bon, et je pense que voilà. c'est justement ça aussi de, pas seulement de mettre ces personnages qui sont souvent pensés comme abstraits à travers leurs pensées, leur œuvre écrite, publiée, mais de les humaniser, de les voir comme les jeunes, de les voir comment ils ont développé leurs pensées et avec qui vraiment tu dis d'être chez toi. Mais même pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, qui ne connaissent pas ces personnages, qui à la fin, ils les connaîtront pas seulement Oui, leurs idées, mais aussi, comme tu dis, c'est leur ça. caractère. Parce que Et avec Dina, ça fait partie aussi de et c'est il y ça. a probablement un autre livre qui va, après sa défense, bon, la Soutenance. soutenance de thèse. J'ai un collègue qui étudie maintenant, qui fait sa thèse sur Dina, et Génial. qui en Oui. aura l'occasion aussi de voir ces personnages qui sont à la fois un peu oubliés, un peu écartés, mais qui étaient centrales. Et même elle, si je pouvais, si j'avais pu, j'aurais fait même plus d'entrer ces Mais, personnages dans mais l'histoire. c'est quand même très beau parce que tu expliques qu'elle est venue avec son mari, mais elle n'est pas venue juste pour l'accompagner. Elle est venue parce qu'elle aussi, on lui a promis un poste. Et puis ensuite, sur place, on lui a dit, bah, en fait, non, madame. Euh, et donc, elle s'est retrouvée un peu, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Mais elle n'est pas restée chez elle. Elle a trouvé d'autres moyens de s'impliquer. Et c'est vrai qu'autant on voit bien Brodel tout seul dans sa chambre avec ses piles entières de dossiers, tu vois, de malles, de cartons, de trucs, autant tu décris tellement bien, moi je pense, cette espèce de fureur qu'avaient les Lévi-Strauss de toujours retourner sur le terrain. Toujours, toujours, et même sans rien dire aux étudiants, même sans rien dire à l'université. Allez hop, nous, on ne fait pas les cours, parce que les cours, voilà, on connaît déjà, c'est des choses qui sont déjà trouvées. Nous, on veut faire autre chose, on veut trouver du nouveau, on veut des artefacts, on veut des gens, on veut des lieux. Et c'est extraordinaire. Enfin, il y a des moments que tu décris, c'est des épopées. Parce que nous, on imagine ça avec nos moyens de maintenant. Mais, euh, mais quand tu partais à l'époque, tu partais sur des ânes dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Donc, tu te dis comment ils sont arrivés à faire tout ça, comment ils sont arrivés à le ramener en France, à le présenter en France, à le faire accepter. Parce que ça n'a rien à voir. Alors, il y avait tout le côté peut-être folklorique, exotique, très bien. Mais ça n'avait véritablement, c'était deux mondes totalement différents. Comme on dirait aujourd'hui l'Europe et le Japon, euh, l'Europe et le Brésil de l'époque, c'était deux univers a priori totalement opposés, mais qui au final avaient plein de points communs. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont allés pour les mettre en avant. Mais non, non, on ne parle pas beaucoup de Roger Bastide qui a traduit Frère, mais lui aussi, parce que quand même c'est un collègue traducteur, et lui, il a fait une expérience extraordinaire. Autant Lévi-Strauss, lui, courait partout sur le terrain, autant Bastide est parti dans le Nord sans y aller au début.
Et ça, c'est fabuleux en termes de littérature, en termes d'échanges, même en termes de construction d'imaginaire. Je pense que c'est- alors, c'est toujours un peu risqué, parce qu'après, quand on y va, on se dit, oh ben, Gilberto Frère m'avait présenté ça un peu mieux, quand même. Mais, mais c'est, voilà. Je pense que avec ces quatre personnages, et puis en plus, alors chacun dans son domaine, hein, mais tu présentes bien aussi quatre rencontres avec le Brésil. Parce que vraiment, personne a fait la même expérience, quoi. Ils étaient tous au même endroit, tous dans la même université, tous, bon, sauf Brodel qui était dans son idée, mais tous à peu près tendaient vers le même objectif. Et, et en fait, il y a eu quatre expériences véritablement. Et, euh, et voilà, ça fait quatre histoires quoi, qui se recroisent, qui s'éloignent. Et c'est très sympathique. Avec la métaphore du voyage sur l'Atlantique qui fait le passage d'un monde à l'autre. Et je pense que enfin, la métaphore, non, c'est carrément, littéralement ce qui s'est passé, hein. Mais, euh, mais voilà, comme toujours, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu as, tout ce côté un peu onirique, métaphorique, c'est fabuleux. On est sur un gros paquebot, on fait des soirées fantastiques, on discute, on rit, on se rencontre. Et puis quand on arrive sur le quai, eh ben, les bagages sont perdus. Et ça, c'est tellement de la vie courante, de la vie basique, banale, quoi, qu'on se dit, en fait, ces gens, ces grands noms qu'on nous présente tout le temps, qu'on ressort toujours dans les grandes conversations, en fait, c'était juste des hommes. C'était juste des hommes qui n'étaient même pas professeurs en plus. Et, euh, et ça, c'est génial parce que ça donne une dimension. Alors, je vais dire un mot, j'espère qu'ils ne le prendront pas mal, mais une dimension d'aventurier, quoi. Totalement. Et, et c'est chouette. Moi, je trouve que comme ton livre d'ailleurs, ça donne une dynamique à au côté académique, tu vois, que, qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Parce que sinon, c'est toujours des sources, des sources, des sources, des sources. Non, là, c'est des hommes, vraiment, c'est des histoires humaines, des rencontres d'hommes avec un pays, d'hommes avec d'autres hommes, de cultures entre elles, d'idées. Et bon, on sait que je suis l'éditrice et la traductrice, mais voilà, c'est fantastique, quoi. Je, Je je sais pas quoi dire d'autre sur ce livre. Moi, je l'ai adoré. Quand j'ai fini la traduction, j'ai dit à Yann, je suis orpheline. Je ne veux pas sortir de ce livre. Et bon, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Mais voilà, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai adoré. Je vous l'ai dit comme ça, très honnêtement. C'est un, j'ai adoré le traduire, j'ai adoré le lire et je me rends compte là maintenant que j'adore en parler, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est- Lisez-le. Je ne peux vous dire que ça. Lisez-le parce que vous allez voyager. Et après, ben, vous suivez le personnage qui vous plaît le plus, si vous voulez, mais vous avez les quatre de toute façon. Donc profitez. Voilà. C'est mon... Désolée, Ah non, je parle beaucoup. merci Laure. Je ne sais pas si on va ouvrir à des questions ou comment ça Je ne sais marche. pas. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Si vous avez terminé la présentation, enfin, Bah, elle oui, n'est jamais bah, si vous finie. voulez, Elle on n'est peut jamais continuer, finie. hein, mais On si peut. vous voulez, on peut continuer. Non, mais on peut demander peut-être à Madame Boisvert si elle a des questions. Elle peut ouvrir son micro, elle peut participer si elle a envie. C'est vrai que la première question est toujours la plus difficile. Et si elle ne se lance pas, moi j'ai deux questions. Une pour l'auteur, une pour Laure. Alors, comme Laure a évoqué, le Brésil, au début du siècle, est un lieu exotique, tant pour les étrangers, tant pour
les Brésiliens. Moi, je pose la question à Anne Merkel. J'aimerais savoir comment ça se passait à l'arrivée de ces chercheurs, comment cela les a transformés, comment ça s'est passé leur immersion dans le Brésil et si ça se passe actuellement encore aujourd'hui. Et Mhm. pour l'heure, ça serait le livre par rapport à l'édition. Comment ça se passe au niveau du Brésil? Est-ce qu'il y a un intérêt pour cette édition? Voilà. Je vous laisse répondre aux deux questions. Je vais commencer avec Vas-y, vas-y, commence. un peu aussi à répondre sur la question de l'or, qui est que aussi le livre existe en portugais, qui est publié par les éditions de l'Université de São Paulo, qui aussi ont fait un gros travail vraiment sur le livre. Du coup, pour ceux qui s'intéressent à le lire en portugais, ça c'était une question un peu bizarre pour moi de penser parce que même la question, est-ce que ça avait du sens de faire une édition portugaise? Parce que la circulation, on le sait bien, maintenant que les choses, voilà, il y a des marchés différents. Mais bon, euh, pour revenir à la question un peu sur le contenu, ça a été au tout début de l'université en 1934. Ils ont recruté des professeurs voilà, déjà établis, des profs dans les universités françaises. Mais ce qui se passait, c'était au fur et à mesure, les professeurs un peu avancés, anciens, ils ne voulaient être qu'à Rio de Janeiro. Ils refusaient d'aller à São Paulo, qui ne trouvaient pas aussi agréable, etc. Et du coup, ouais, et ils ont recruté des jeunes. Et du coup, ces jeunes, ils avaient l'agrégation, mais ils n'étaient pas des professeurs à l'université. Et c'était à la fois une aventure. C'est intéressant que tu dis aventurier, alors, parce que Lévi-Strauss dit lui-même quand il ouvre Tristropique, je déteste, je hais Oui, les oui, oui, je aventuriers. déteste Mais enfin, l'aventure. on peut constater que peut-être que lui aussi était, mais en tout cas, c'était pas que le Brésil était une ouverture parce que c'était un nouvel paysage, parce que c'était des peuples différents, mais aussi parce que c'était une expérience professionnelle totalement nouvelle. Et du coup, ils avaient une responsabilité énorme, mais aussi un pouvoir énorme, qu'ils étaient les seuls professeurs de leur discipline euh, professionnalisés au Brésil entier. Et du coup, ils définissaient ce que c'était que la sociologie, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'anthropologie. Et ça leur donnait cette expérience intellectuelle avec leurs étudiants. Comment est-ce qu'on construit une discipline? Ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé qui a marqué tout le monde quand ils revenaient en France, qu'ils avaient cette possibilité déjà, pas seulement une expérience internationale, mais ce pouvoir de définir qu'est-ce que c'était que leur travail, qui n'était pas tout le monde qui pouvait faire cela, et aussi la question des champs, des terrains possibles. Les terrains qui étaient à la fois la ville, Lévi-Strauss et Bastide, aussi Montbeg, ils amenaient leurs étudiants. Ils faisaient pas les cours magistrales, en fait. Ils amenaient des groupes dans les quartiers ethniques pour voir le quartier japonais, pour voir un peu voilà, les fazendas, les quartiers un peu rural. Il faisait des excursions avec l'association de géographes brésiliens. Il faisait ce genre de choses dans la région. Et après, dans l'intérieur du Brésil, avec les grandes expéditions, ou dans le nord-est, avec les religions afro-brésiliennes, etc. Du coup, tout ça était nouvelle aussi. Mais je pense que ce que j'ai fait dans le livre, qui est assez innovatrice, est de pas seulement me concentrer sur les terrains, mais aussi sur ce qui se passe à l'intérieur des salles de classe, à l'intérieur de l'université, et comment ils construisaient leur propre discipline. Voilà, ça c'est ce que j'ai Oui, essayé parce de...
au final, en étant les seuls professeurs, ils étaient aussi les directeurs de département, par défaut. Donc, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était eux les professeurs, c'était eux qui parlaient, mais ils avaient besoin d'assistants brésiliens pour traduire leurs cours. Donc au final, on parle d'eux en tant que professeurs, mais il y avait des petites mains. Il y a toujours, dès le début, il y a des petites mains brésiliennes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quand même beau de voir que, au final, pour certains, pas pour tous, mais beaucoup de ces assistants, euh, quand les missions françaises sont reparties, ont pris la place des Français, parce que par la force des choses, euh, ils avaient déjà le savoir-faire sans en avoir le titre. Et, euh, et je pense que comment dire, c'est bien de le souligner, parce que c'est un peu, c'est toujours un peu délicat, parce que dans un spectacle, on montre pas les coulisses, mais là, voilà. Là, c'est bien de dire qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu un choc vraiment, comment dire, pédagogique entre, bon, bah maintenant, l'émission française, vous rentrez chez vous et on met des Brésiliens. Non, il y a vraiment eu une transition. Et certainement que autant les assistants brésiliens ont appris des professeurs qui n'étaient pas français, que les professeurs français ont appris la pédagogie brésilienne avec eux aussi. Parce que nous, on le voit bien avec Yann en enseignant, on n'enseigne pas pareil à un amphi français qu'à un amphi brésilien. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. C'est deux énergies, deux vibrations, de même manière de penser. C'est pas les mêmes, voilà, c'est pas les mêmes codes. Et je pense que c'est très bien que Yann les souligné parce que il le dit pas juste comme ça en passant. Il le rappelle bien à chaque fois que, voilà, un tel a préparé, préparé les notes pour le cours de machin et qui sait qui écrivait à Gilberto Freire pour avoir plus d'informations sur tel et tel point. C'était pas le professeur lui-même, c'était les assistants. Donc c'est bien. Et pour votre question, Christina, euh, alors, j'avoue on a fait un peu une étude de marché, on va dire, pour les livres, même sur la musique brésilienne. Et en fait, on se rend compte euh, que là, avec le retour de Lula et le retour d'une certaine ouverture au monde, on va dire, euh, ils ont très envie de récupérer leur culture, ce qui est à eux, qui, ce qu'ils ont créé eux-mêmes, leur musique, leur littérature. Et je pense qu'ils ont envie, en ce moment, que les livres qu'on leur propose, aussi bien en textes originaux, en portugais, en traduction, euh, traitent du Brésil. Quelle que soit quelle que soit la voie par lequel on vient, mais un texte qui dit regardez comme le Brésil est beau, regardez comme le Brésil est capable de faire de grandes choses, que ce soit dans l'art, dans la culture, dans dans le développement intellectuel et académique, parce que je pense qu'ils ont besoin de se dire c'est bon, ça va, on est, on est bien, on est encore, on est encore dans le jeu et les gens nous aiment encore. Parce que nous, on a enfin, nous et même moi personnellement, je connais des Brésiliens qui ont peur aujourd'hui de dire qu'ils sont brésiliens parce que ils veulent pas être associés à un gouvernement qui n'était pas un reflet de leur personnalité. Et ils se disent, mais non, mais nous, on n'est pas comme ça, nous, on aime le monde, nous, on veut partager, nous, on veut recevoir votre culture, mais aussi montrer la nôtre, mais montrer la vraie culture brésilienne. Pas juste les plages,
le samba et le foot. C'est déjà très bien. Et il y a énormément de choses à dire sur les plages, le samba et, et le foot. Déjà, le samba. Déjà, dire aux gens, c'est pas la samba, c'est le samba. Et là, tout de suite, déjà, oh, bah alors. Si on commence comme ça, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais oui, je crois qu'ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de respirer. Ils ont envie de s'ouvrir et de montrer qu'ils ont de grandes et belles choses à faire et à faire découvrir. Et moi, je crois que c'est absolument vrai. Je crois que c'est un peuple qui, comment, qui ne s'arrêtera jamais de créer. Parce que je pense qu'ils ont la création en eux. Et c'est quelque chose que je remarque tout le temps, enfin, avec les Brésiliens ici au Portugal ou simplement avec des amis. Il, il n'y a jamais de temps mort dans l'imagination et dans la création avec eux. Et quel que soit, quel que soit le domaine. Et alors évidemment, la musique par-dessus tout, parce que je pense que c'est une manière de vivre. Mais voilà, et je crois qu'ils ont envie d'être célébrés, ils ont envie qu'on parle d'eux par des choses positives. Et tant mieux, ça tombe bien, parce que nous, on est là et on va le faire. Et qu'ils viennent, ils nous proposent tout ce qu'ils veulent, parce que nous, on a envie de partager ça avec eux, avec vous, avec le marché international, il n'y a aucun souci. Et voilà, et je pense que ça va donner de très très beaux résultats. Ça en a déjà donné des fabuleux, et ça continuera à en donner, et c'est très très bien. Mais oui, plus, je pense qu'ils ont besoin oui, ils ont besoin d'oxygène, quoi. Et on ne peut que les comprendre, je pense. Voilà. Il faut Je- pas oublier que l'année prochaine, ça va être une année vraiment Mais riche oui, en événements autour du Brésil, parce que ça va être en France et au Brésil, ça va être la saison croisée France-Brésil. c'est ça, exactement. Bon, chez nous, c'est tout le temps. Mais chez nous, chez le poisson voleur, on fait tous les ans des saisons croisées. Mais c'est vrai que là, euh, ça va être fabuleux, quoi. Ça va être une fête mondiale et c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment. J'ai vraiment très, très hâte de voir et de participer aux événements qui vont s'organiser parce que ça va être. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a tellement, tellement de choses et de gens et d'acteurs. Et, euh, et ça va être très, très chouette. Moi, j'ai vraiment hâte. Ça va être Voilà. une année Beaucoup riche. cette année 2024, mais oui, Ouais. j'ai très, très hâte d'être en Hmm. 2025. Ça va être une année très riche hein, avec le Brésil. Alors, et encore une question pour Yann Merkel, ça serait par rapport à la question des archives. Comment ça s'est passé pour l'élaboration de votre livre? Bon, j'ai eu la bonne fortune que au moment que je faisais les recherches pour ce livre, les archives privées commençaient à s'ouvrir. Par exemple, les archives de Lévi-Strauss étaient récemment ouvertes. Il faut toujours les autorisations des ayants droit. Madame Lévi-Strauss, Fernand Braudel aussi. Il y a ces archives qui sont à Paris, mais aussi plein d'autres archives au Brésil et en France, avec parfois les archives dans les institutions, les Instituto de Estudos Brasileiros, qui se trouve à l'Université de São Paulo, qui est là qu'on trouve des archives de Mario de Andrade, aussi de Roger Bastide et Fernand Braudel, euh, Pierre Monbeg, mais aussi dans plein d'autres archives à travers le Brésil. Gilberto Freire, qui se trouve à Pernambuco, à Recife, Florestan Fernandes à l'intérieur de l'État de São Paulo. Et on ne parle pas même des archives aussi institutionnelles et diplomatiques. Du coup, les archives diplomatiques de la France à La Courneuve, du Brésil, qui se trouvait pour l'époque que j'ai travaillé à Rio de Janeiro,
dans dans un palais historique intéressant de Itamaraty. Bon, et voilà, ce que j'ai fait, ce que j'encourage les autres à faire, surtout quand ils font l'histoire intellectuelle, c'est de ne pas que dépendre des idées reçues et des livres, mais aussi d'explorer toutes ces possibilités des archives. Et je pense que vraiment pour cette période-là, et peut-être maintenant pour les années 40, 50, il y a toujours ces règles un peu d'archives à partir de combien de temps on peut consulter des archives privées, mais c'est vraiment une bonne source quand on ne les prend pas que quelqu'un, pas qu'une personne, mais plusieurs. Je pense que ça enrichit, ça enrichit le résultat et ça permet aussi un peu de triangulation, de ne pas dépendre que d'une seule source, en fait. Oui, c'est ça. C'est, ça répond assez bien à une des qualités premières du livre. C'est ça, en fait. C'est ce que tu dis. Ces archives-là, ça te permet de donner un côté humain. Tu présentes vraiment les hommes. C'est pas juste des faits et des idées. On les entend, on les entend parler, on les voit s'écrire. Et souvent, tu dis, on a les lettres de l'un, mais on n'a pas la réponse de l'autre. Et alors, on pense qu'il a dû dire ça parce que dans le courrier d'après, il y a eu tel et tel point qui ont été débattus. Et ça donne une vraie matérialité à leur existence, quoi. On sait très bien qu'ils ont existé, mais au final, pour nous, ça peut n'être que des noms, c'est vrai, qui apparaissent un peu. Oui, bon, bah, anthropologie, Lévi-Strauss, évidemment. Bon, ben non, il n'y a pas que lui, et il n'a pas fait que ça. Avant, c'était la philo. Et, euh, et voilà, ce côté, ces courriers échangés, ça donne vraiment ouais, et puis un ensemble, quoi, une vraie résonance. Et c'est très chouette. Mais effectivement, il y a eu un travail sur ces sources. Oh là là, oh là là, tu as fait vraiment quelque chose de très très beau. Voilà. Parce que là, on a parlé du corps du texte, on n'a pas parlé des notes de bas de page, mais oui, il y a des choses fantastiques. Il y a des trouvailles dans ces recherches. Alors, moi, je pose à nouveau la question. S'il y a d'autres questions, parce que sinon, on va terminer. On pourrait continuer toute la Ah soirée. oui, 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 moi, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci, Christina, vous le savez. Ouais. Mais en tout cas, bon, alors, je tiens à vous remercier à tous les deux Ah bah parce que nous, le surtout. travail, il est magnifique. Voilà. Merci. Et la traduction, alors là, c'est comme un deuxième auteur. Voilà. Oh, merci Et beaucoup. alors, donc, nous vous remercions tous d'avoir participé à cette présentation et surtout, nous remercions nos deux invités, Yann Merkel et Laure Elisabeth Collet. Cette présentation est enregistrée et elle sera plus tard mise en ligne sur le site de la Fondation Carlos Gulbenkian. Nous vous rappelons aussi que nous aurons le plaisir de vous accueillir à la Bibliothèque Gulbenkian, à la Maison du Portugal, à la Cité internationale universitaire de Paris, où vous pouvez emprunter ou consulter le livre d'Yann Merkel et d'autres ouvrages concernant le Brésil. Et puis, nous attendons aussi que Laure nous parle de ses nouveautés pour bientôt aussi. Voilà. Merci beaucoup Merci. à Christina aussi, Merci beaucoup. Laure. Merci, Vraiment, Christina. Merci, Isabelle. un immense plaisir et on espère enfin l'occasion de venir à la À bibliothèque, voilà, Paris. la fondation même. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée. toi. Merci, Bonne bonne Au soirée. revoir. soirée. Bonne soirée à tous.